Quand la mémoire implicite elle est à l'œuvre, on n'a pas l'impression que ça vient du passé. Quand j'entends un chien, j'ai peur. Point final. Je me dis pas « Ah, j'ai été mordue quand j'avais 6 mois, quand j'avais 2 ans. Oui, peut-être les chiens sont dangereux, etc. » Non, c'est simplement « J'ai peur et je change de trottoir ou je m'apprête à courir. » Sans réfléchir. Bienvenue dans Pas de soucis, le podcast pour se libérer de l'anxiété avec Camille Thomas. Je suis Camille et avant d'être coach de santé, j'ai été une grande anxieuse. Je me suis libérée de l'anxiété le jour où j'ai compris que ce n'était pas dans ma tête. Pas de soucis, c'est le podcast pour celles et ceux qui sont fatigués par tout ce qu'ils ont essayé et qui savent qu'ils ont le pouvoir de guérir de l'anxiété naturellement. Alors si tu veux vivre sans anxiété et que tu as l'intuition qu'on ne t'a pas tout dit, ce podcast est pour toi. Je te retrouve tous les lundis pour explorer les pistes qui te permettront d'accéder au calme à l'intérieur de toi. Bienvenue dans cet épisode, je suis ravie de te retrouver, je suis encore plus ravie de te retrouver puisqu'on commence une nouvelle série, c'est toujours excitant de commencer une nouvelle série et on est dans la série Conscient, Inconscient et dans cet épisode on va parler de mémoire implicite, explicite. C'était important pour moi de vous proposer cette série pour plonger plus profondément dans les mécanismes conscient, inconscient, explicite, implicite qui se jouent à l'intérieur de nous et qui sont le résultat de nos traumatismes et de nos histoires personnelles. Pourquoi c'est important ? Parce que ces expériences, et puis successivement, suite à nos expériences, ces croyances qu'on a absorbées, continuent d'influencer notre présent, en permanence, et pas qu'un peu. On estime que 95% de nos choix sont l'œuvre de notre subconscient. Donc, ça vaut le coup de s'y intéresser, d'en comprendre les mécanismes, et de gagner en clarté, du coup, sur les leviers de changement à notre disposition pour agir à tous les endroits où on se sent bloqué. C'est vraiment ça que ça va nous permettre, de comprendre ces mécanismes conscients-inconscients. Donc on commence avec notre sujet d'aujourd'hui, la mémoire implicite et explicite. La différence entre la mémoire implicite et explicite, elle est vraiment importante si on veut se comprendre mieux et comprendre comment travailler de façon efficace avec le trauma. Donc quand on parle de mémoire, on a la mémoire à court terme et la mémoire à long terme. Ça c'est une catégorie plus grande que explicite et implicite. On a court terme et long terme. Si quelque chose est pas important ou c'est pas important que tu le retiennes, ton cerveau oublie, c'est la mémoire à court terme. Mais si c'est quelque chose qui semble important, voilà, ou qui est souvent répété, et on va voir comment notre cerveau décide si c'est important ou pas, si c'est quelque chose qui semble important, ça va être stocké dans la mémoire à long terme. Et puis ensuite, dans la mémoire à long terme, il y a cette distinction mémoire explicite et mémoire implicite. Donc je suis comme remontée un peu dans l'organigramme de la mémoire pour donner le contexte. Ici, on est dans la mémoire à long terme, et c'est dans la mémoire à long terme qu'on a cette distinction explicite-implicite. Donc je commence avec la mémoire explicite, parce que quand on parle de se souvenir de quelque chose, je me suis remémoré quelque chose, c'est souvent ce type de mémoire-là qu'on entend. Dans la mémoire explicite, les faits, donc ce qui nous est arrivé, les faits sont stockés comme appartenant au passé. Peut-être que ça peut paraître évident, dit comme ça, mais tu vas voir que c'est une des plus grandes différences avec la mémoire implicite. Donc dans la mémoire explicite, on sait que c'est dans le passé. Exemple, dimanche dernier, je suis allée à la mer avec des amis, j'ai préparé un pique-nique, ensuite j'ai pris ma voiture pour les rejoindre, et puis le soir, j'ai repris ma voiture et je suis passée au supermarché parce que j'avais plus de papier toilette à la maison. Okay. Tu racontes ça et tu sais consciemment que ça appartient au passé. La mémoire explicite, c'est le fait de se souvenir consciemment des choses. Tu te vois sur la plage, tu te vois ensuite reprendre ta voiture, te garer au supermarché, passer à la caisse avec ton rouleau de papier toilette, etc. Et ça comprend donc la mémoire explicite, les images, les sons, les odeurs, les conversations, les pensées. Tu es consciente de tout ça. La mémoire explicite, c'est aussi la connaissance de faits généraux. Si je te pose la question, par exemple, dis-moi quels sont les animaux marins. Et ben, tu vas pouvoir me dire la baleine, les poissons, juste tu le sais, c'est comme 2 plus 2 font 4, c'est la mémoire explicite, ça. Ça peut être aussi des choses autobiographiques, des faits que juste tu connais parce que tu les as appris à l'école, je sais pas, le nom du président de la République ou des choses que juste tu sais, ta date de naissance par exemple. Voilà, ça c'est la mémoire explicite. C'est clair et c'est donc soit des informations qui, je sais, appartiennent au passé
ou des informations générales dont juste j'ai la connaissance. La mémoire implicite, elle est différente. Elle est ressentie, vécue. C'est plus dans les sensations. On pourrait la décrire comme les choses dont on se souvient inconsciemment sans effort, la mémoire implicite. Et on pourrait dire que c'est pernicieux, peut-être presque, parce que même si elle influence la façon dont on fonctionne au quotidien, elle ne nous semble pas constituer une mémoire. La mémoire implicite, on la vit pas comme une mémoire, on la vit plus comme une identité. Elle ressemble plus à qui nous sommes. Okay, je vais expliquer. Il y a une forme de mémoire implicite qui s'appelle la mémoire procédurale, qui illustre très très bien ce mécanisme de la mémoire implicite, la façon dont elle opère. La mémoire implicite, c'est très difficile, et puis la mémoire procédurale, c'est très difficile de l'explorer de façon verbale. Elle n'est pas linguistique. Okay, par exemple, si je te demande, c'est vraiment la mémoire procédurale, si je te demande comment tu fais pour faire du vélo ou comment tu fais pour nager, tu vas me dire, je sais pas, je nage quoi. Je me mets sur mon vélo et je fais du vélo. C'est presque difficile à expliquer avec des mots. Tu pourras dire, ok, je m'équilibre et puis je pédale en même temps, ou je fais tel et tel mouvement, puis je tiens mon corps dans l'eau quand je nage. Mais vraiment, c'est dur à décrire. Ça me donne pas, si tu m'expliques ça me donne pas la totalité des informations. Pourquoi ? Parce que ces informations, elles sont ressenties, elles sont dans ton corps. Ce que tu pourrais me dire beaucoup plus facilement, par contre, c'est quand est-ce que tu as appris à nager ou à faire du vélo, la couleur de ton premier vélo, où c'était, quel âge tu avais, etc. Ça, c'est de la mémoire explicite. Mais le fait de savoir comment faire du vélo, ça a été stocké dans la mémoire implicite, comme une sensation. La mémoire implicite, tu sais, c'est ces moments où tu es sur un trajet que tu fais tout le temps et t'arrives et tu sais même pas comment t'es arrivé. Parce que tu sais conduire et tu connais le trajet et du coup tu pensais à autre chose, t'étais dans autre chose. Ça, c'est la chose vraiment intéressante avec la mémoire implicite. Tu peux retenir quelque chose que ton cerveau estime important sans passer des heures à apprendre. Donc en ça, c'est exceptionnel, très, très puissant. Maintenant, la question c'est pourquoi est-ce que ton cerveau il décide que c'est important sans que tu aies à prendre la décision consciente de t'en souvenir ? Alors, ça peut être deux choses. Ça peut être quelque chose que tu fais souvent ou tellement souvent que tu n'as pas le temps de le réapprendre à chaque fois. Conduire, faire du vélo, lasser ses chaussures, etc. Ou ça peut être s'il y avait une grosse charge émotionnelle associée à l'événement. Alors, une grosse charge émotionnelle, bonne ou mauvaise, hein. Ça peut être bonne. Généralement, on se souvient de son mariage, de la naissance de ses enfants, de son diplôme, de son premier client, etc. Ça, c'est des choses positives. On n'a pas appris à s'en souvenir, on s'en est souvenu parce qu'il y a tellement de charge émotionnelle dans ces moments-là. Donc ça se fait tout seul. Donc je vais parler rapidement de ce qui se passe en cas de charge émotionnelle positive. Finalement, comment est-ce qu'on peut utiliser la mémoire implicite à son avantage. Puis après, on parlera de ce qui se passe quand il y a un traumatisme, qui est là, voilà, une charge émotionnelle négative, quelque chose qui nous a submergé. La mémoire implicite, elle est à l'œuvre à ce moment-là aussi. Donc, en cas de charge émotionnelle positive, si tu veux te souvenir de quelque chose, ressens des émotions fortes. Tout simplement. C'est ça qui fait que c'est une expérience marquante et que ton cerveau, il le classe dans la mémoire à long terme. Je vais donner un exemple pour les entrepreneurs, par exemple. Quand tu as fait quelque chose qui te faisait peur, tu t'es dépassé. Par exemple, peut-être tu t'es mise en live sur Instagram alors que les réseaux sociaux, ça te fait peur. Tu as envoyé ton premier devis, parce qu'il y a la première personne qui a demandé tes services. Tu as fait un appel de vente. Tu as créé ton premier programme en ligne, etc., etc. Tu l'as fait, maintenant tu es soulagé, célèbre. Célèbre, mais presque de façon exagérée. Ton cerveau, il va associer le fait de se sentir bien, si tu fais ça, à cette chose. Et la prochaine fois que tu veux te sentir bien, au lieu d'aller manger du chocolat, il va te proposer d'aller faire quelque chose pour ton activité, d'aller gagner de l'argent. D'aller gagner de l'argent ou d'aller peut-être t'entraîner, faire du sport, tout autre objectif que tu as atteint et que tu as célébré. Là, j'ai donné l'exemple de l'entrepreneuriat, ça peut être dans l'activité physique, ça peut être dans n'importe quel domaine de ta vie où tu as des objectifs et tu veux relever des challenges. Donc là, j'ai parlé d'événements marquants. Une mémoire implicite, on a dit que ça peut être aussi la répétition. Donc elle peut se créer à partir de choses qu'on ressent souvent. Exemple, si souvent je mange du chocolat, je me sens bien, ton cerveau il se dit « Ah, quand Camille veut se sentir bien, je vais lui suggérer le chocolat. » Okay ? Cette association émotion-mémoire implicite, elle peut être utilisée à notre service.
Et bien sûr, elle peut aussi se retourner contre nous. Quand on est peut-être en proie à l'alimentation émotionnelle, si je reste sur le sujet du chocolat, ou qu'on consomme des substances, par exemple, l'addiction, elle est formée dans la mémoire implicite. C'est pour ça que les pratiques qu'on a pu voir, peut-être nous dans notre enfance, je pense que ça se fait moins maintenant, mais où on détournait les enfants de leurs émotions avec des bonbons ou du chocolat, ou maintenant c'est peut-être plutôt les iPads et les écrans. C'est pas super bon parce qu'on leur donne des stratégies d'adaptation, c'est ça qui va s'imprimer dans la mémoire implicite au lieu de laisser la place à ce qui est puis leur fournir des ressources. Ça, c'est un autre sujet. Mais voilà, ce qui est important à comprendre, c'est que ni le cerveau ni l'esprit ne peuvent simplement créer des souvenirs comme une caméra fait un film. Ok, c'est pas comme ça que ça se passe. Ici, je vais vous expliquer ce que le docteur Dan Siegel, il explique très bien. Ses livres, c'est Mindsight et Mind, entre autres. Il explique ça très très bien. Il nous dit d'abord, quand un souvenir se crée, d'abord, on reçoit un flot de données, en fait, un paquet de données sensorielles, brutes du monde extérieur, par nos sens, qui sont dispersées dans le corps, dans les nerfs et dans le tronc cérébral. Or, ce tronc cérébral, qui fait partie du cerveau reptilien, c'est pas une partie pensante du cerveau. On n'a pas de souvenir conscient. Pour que ça passe véritablement dans la mémoire permanente, que lui il appelle la mémoire donc explicite, pour que ça passe dans la mémoire explicite, Dan Siegel il nous dit qu'on a besoin d'une partie spécifique du cerveau et on a besoin de l'hippocampe, qui se trouve au-dessus du tronc cérébral. Le tronc cérébral, c'est vraiment là où la tête commence à devenir la nuque, puis un petit peu au-dessus, on a l'hippocampe. L'hippocampe, il fait partie du système limbique. L'hippocampe, il est chargé de deux choses. Il prend toutes ces données sensorielles brutes et il en fait une image cohérente, il les intègre ensemble. Et puis deuxième chose, il tamponne, c'est vraiment ça, il met une étiquette temporelle. Ok ? C'est-à-dire il transfère toutes ces données dans la mémoire permanente à long terme ou ultérieurement, quand j'en aurai besoin, elles pourront être récupérées. C'est ça qui me permet de dire ce que j'ai fait dimanche dernier ou qui était présent à mon anniversaire l'année dernière, etc. C'est parce que l'hippocampe, il a mis une étiquette temporelle sur cet événement-là et donc je sais que ça appartient au passé. C'est très clair. Ici, je simplifie, bien sûr, parce que de toute façon, on ne connaît pas encore tout le cerveau. Donc voilà, mais ça, c'est le moyen, via l'hippocampe, de faire entrer toutes ces données sensorielles brutes dans la pensée consciente, qui se produit dans le cortex préfrontal, qui est la partie cognitive la plus élevée du cerveau. Donc, la mémoire explicite, c'est vraiment ce à quoi on pense habituellement en tant que mémoire. Encore une fois, c'est une mémoire de pensée, c'est une mémoire cognitive, c'est un souvenir dont on peut se souvenir en pensant, ça c'est l'ensemble du film, je me souviens de tout mon anniversaire, c'était en juillet 2012, etc. C'est la distinction passé-présent, elle est très claire. Prenons un autre exemple pour illustrer ça, qui est un exemple plus traumatique ici. Si je me suis fait mordre par un chien, peut-être il y a 2 ans, il y a 3 ans, c'est le cortex préfrontal qui aujourd'hui me permet de dire quand je croise un chien dans la rue, ok, c'est un chien, c'est ce chien particulier là maintenant, il n'y a pas besoin d'avoir peur, c'est pas le même chien. Par opposition à ce chien qui m'a mordu il y a 3 ans. C'est vraiment le cortex préfrontal qui me permet de faire la distinction entre les deux situations, passées et présentes. Mais qu'est-ce qui se passe si l'hippocampe il n'a pas pu faire son job et que du coup, toutes ces données-là brutes que j'ai reçues, qui doivent devenir un souvenir, mais elles n'ont pas eu d'étiquette temporelle. Donc je ne fais pas cette distinction passé-présent. Qu'est-ce qui se passe ? On va le voir, et puis on va voir les 4 façons. Qu'est-ce qui fait que l'hippocampe peut ne pas être disponible ? Et ça, quand l'hippocampe ne remplit pas sa mission, Dan Siegel il nous explique que c'est ces instances-là où des personnes vont avoir vécu des traumatismes, mais vont pas s'en souvenir de façon explicite. C'est pour ça qu'on voit des personnes qui ont vécu des choses, puis elles sont incapables de le raconter, par exemple. Par contre, elles vont avoir des flashbacks, etc. On va en parler. C'est venu se stocker dans la mémoire implicite. Donc je vais aller dans les 4 façons dont l'hippocampe peut ne pas être disponible. Ça, c'est Dan Siegel qui nous explique ça. Donc il nous parle de la conception jusqu'à l'âge de 36 mois. Ensuite, on a ce qui se passe au cours des 45 premiers mois de développement. Ensuite, on a, après l'âge de 3 ans, qu'est-ce qui peut faire que l'hippocampe ne remplit pas son job ? Et on va parler du phénomène de dissociation. Donc on commence par qu'est-ce qui se passe de notre conception à 36 mois. Il faut savoir que pendant cette période-là,
même chez un enfant en parfaite santé et qui a un attachement super sécure, l'hippocampe ne fonctionne pas encore. Il n'a pas encore assez de myéline pour fonctionner. Tout simplement, il n'est pas fonctionnel, il n'est pas en ligne encore. Donc les événements qui se produisent dans cette période-là ne deviennent pas automatiquement des souvenirs conscients. Et ça paraît assez logique, avant 36 mois, peu de personnes ont des souvenirs conscients. Si on reprend l'exemple du chien que donne Dan Siegel, il nous dit, voilà, disons que j'ai 6 mois et que je me fais mordre la main par un chien. Et puis, peut-être j'ai 2 ans et je me fais à nouveau mordre par un chien. Donc je vais développer ce sentiment de peur quand je vois des chiens. Je vais avoir peut-être une sensation de douleur dans mon corps, je vais avoir des souvenirs, alors tout ça implicite, c'est-à-dire un sentiment de peur, une douleur dans la main, c'est des sensations, peut-être un visuel de ce à quoi ressemble un chien, peut-être le son d'un aboiement, et le sentiment que je veux me préparer à fuir, je veux courir, je veux m'en aller. Et ça, c'est vraiment typique de la mémoire implicite. Tout ce que j'ai décrit là, c'est des sensations. Et c'est ce qu'on a dit, c'est les premières choses qu'on a pour créer un souvenir, c'est ces données sensorielles brutes. Et en fait, la mémoire implicite, ça reste à l'état brut. En fait, c'est un ensemble de mémoires corporelles brutes, inconscientes. Ça, c'est la mémoire implicite. Sans hippocampe qui fonctionne, les données, elles sont éparpillées dans tout le corps. Et donc là, par exemple, ces 2 incidents, d'être mordu à 6 mois et puis d'être mordu à 2 ans, ça n'a jamais été, ça va jamais être, ou ça n'a jamais été intégré dans un souvenir conscient, cohérent. Il n'y a pas eu l'étiquette temporelle dessus. Donc qu'est-ce qui se passe pour cette personne en tant qu'adulte, 20 ans plus tard, en 2024, en 2025, quand elle voit un chien? Aujourd'hui, j'entends un chien aboyer, et puis ce qui est récupéré, c'est le souvenir que j'ai du chien. Donc la récupération du souvenir, ça c'est le déclenchement de schémas neuronaux qui sont similaires, pas nécessairement identiques, similaires, ça suffit, de ce qui a été encodé au moment initial de l'expérience, donc c'est la peur, on a dit, la sensation de douleur, peut-être le son et l'envie de fuir. Et ce qui est le plus important à comprendre ici, sur l'intégration des souvenirs, c'est que quand la mémoire implicite elle est à l'œuvre, on n'a pas l'impression que ça vient du passé. Quand j'entends un chien, j'ai peur. Point final. Je me dis pas « Ah, j'ai été mordu quand j'avais 6 mois, quand j'avais 2 ans. Oui, peut-être les chiens sont dangereux, etc. » Non, c'est simplement « J'ai peur et je change de trottoir ou je m'apprête à courir. » Sans réfléchir. Peut-être que aussi mes perceptions, elles sont modifiées. C'est-à-dire que je vois que les crocs de ce chien. Limite, je vois un loup alors que c'est un petit chien mignon, inoffensif. Mais la peur, elle détourne en fait mon système perceptif, ma perception, dans le moment. Et ça, ce phénomène-là, il s'applique à toute fonction de mémoire d'un jeune enfant, donc entre la conception et 36 mois, et pour tous les événements, que ce soit des événements agréables, que ce soit des événements effrayants, en fait, avant que l'hippocampe soit pleinement opérationnel, avant l'âge de 3 ans. Donc là, j'ai plus parlé des événements qui peuvent se produire. Maintenant, au cours, alors il nous dit même des 45 premiers mois de développement, il peut se passer tout ce qui est développemental. L'hippocampe, lui-même, il peut être endommagé au cours de ces 45 premiers mois de développement. C'est pour ça qu'on parle de traumatisme du développement. Okay ? Si un nourrisson, un jeune enfant, il est soumis à des expériences effrayantes, répétées, il ne se sent pas en sécurité, peut-être qu'il y a des adultes hostiles à la maison, la neurologie du tronc cérébral, encore une fois, qui est primitif, elle va être suffisamment perturbée pour nuire au développement des parties qui sont juste au-dessus, donc des lobes supérieurs, qui sont des excroissances du tronc cérébral, et on a dit que c'était là qu'il y avait l'hippocampe. Donc l'hippocampe peut être endommagé par les traumatismes du développement. Donc quand est-ce qu'on parle de traumatisme du développement, de traumatisme développemental, je reprends la définition de Larry Heller dans son livre qui s'appelle « Guérir les traumatismes du développement ». Il nous dit « Généralement, dans le cas d'un traumatisme du développement, il n'y a pas d'événement traumatique unique, mais plutôt des expériences continues de négligence, d'abus et d'absence d'harmonie. » Voilà, donc ça, c'est vraiment la définition du traumatisme du développement. Et il nous dit, quand il y a menace, cette source de menace, elle est dans le système nerveux lui-même et mémorisée et encodée dans chaque cellule du corps. Donc on est bien sur de la mémoire implicite ici. Et ça va être des personnes qui sont bloquées dans
ce qu'on appelle la réponse d'orientation défensive, dans une grande activation, des personnes qui vont facilement se sentir tout le temps menacées et qui du coup peuvent avoir des difficultés dans leur relation aux autres, par exemple, et des difficultés dans la vie de façon générale. Et ces personnes, et c'est ça, c'est le drame de ça, elles pensent qu'elles sont comme ça. Et c'est ce qu'on disait, la mémoire implicite, on a l'impression que c'est une identité. Donc, tu comprends cette influence de la mémoire implicite, c'est vraiment comment le passé s'invite dans le présent sans qu'on n'en ait aucune idée. Voilà pourquoi je disais que si on veut mieux se comprendre, on doit être conscient de ces différents types de mémoire, justement parce que la mémoire implicite, elle n'est pas vécue comme une mémoire, mais comme qui on est, comme une identité. Donc je cite à nouveau Larry Heller ici, parce que cette menace constante, là, ça va nous permettre d'expliquer quel dommage ça a sur le cerveau. Il nous dit, quand la menace est chronique et que le danger est toujours présent et sans résolution possible, bien sûr, quand on est un nourrisson, il n'y a pas de résolution possible, comme c'est le cas dans les familles abusives, tout l'organisme demeure dans une réponse d'orientation défensive et le système nerveux reste bloqué dans un état d'activation sympathique élevé et de vigilance. Dans les cas de traumatisme précoce ou sévère, lorsque les nourrissons ne peuvent ni s'enfuir ni riposter, les niveaux d'activation peuvent être si dangereusement élevés qu'ils menacent de surcharger le système nerveux, ce qui est fréquemment le cas. Bloqués dans un perpétuel et douloureux état d'activation élevé, la seule possibilité, la position de repli et de se figer, ce que les nourrissons et les petits-enfants font en se coupant eux-mêmes de leurs sensations. Et puis il nous dit, tant que la réponse d'orientation défensive n'est pas achevée et que les niveaux élevés d'activation ne sont pas déchargés du système nerveux, l'environnement continue à être ressenti comme menaçant, même quand la menace véritable a disparu. C'est pour ça que on peut voir des adultes aujourd'hui, des personnes qui se sentent menacées tout le temps, et ça peut se traduire par quoi? Des crises d'angoisse, de l'anxiété, etc. Et ça peut venir de quelque chose de très très précoce. On sait aujourd'hui que cet état d'activation avec les hormones du stress qui vont avec ont des conséquences neurophysiologiques sur certaines parties du cerveau qui sont affectées, comme, dans le mille, l'hippocampe, qui peut être gravement endommagé. Au point que, quand on a une peur irrationnelle, on peut physiquement pas penser à s'en sortir. Docteur Bessel van de Kolk, il a beaucoup travaillé sur le sujet. Et ça, c'est vraiment important, cette notion-là, parce que je vois ça souvent chez les personnes que j'accompagne. Et c'est ce que fait le trauma, et particulièrement le trauma précoce, c'est qu'il y a un truc de « je vais jamais m'en sortir ». Une forme d'impuissance. Il a dit, la seule solution pour ces nourrissons, c'est d'aller dans le figement, de se couper, parce que sinon ce serait trop intense. Et ce qui vient aussi avec ça, c'est effectivement, il n'y a pas de résolution possible. Donc c'est des personnes qui, peut-être même, vont s'engager sur le chemin de guérison, mais qui régulièrement sont complètement découragées, retournent dans cette impuissance, et je vais jamais m'en sortir, etc. Le traumatisme nous fait perdre ça, nous fait perdre que demain est un autre jour, la sensation qui est là maintenant ou l'anxiété qui est là maintenant, elle va pas durer pour toujours. Il y a comme plus de résolution possible. Parce que il y a eu ces temps hyper longs, tôt dans la vie, où il n'y avait pas de résolution possible. Donc j'insiste là-dessus parce que si tu te reconnais là-dedans, je veux dire aussi que ça change. Et je le vois chez les personnes que j'accompagne dans mon programme Arise, c'est vraiment quelque chose qui change quand on fait ce travail au niveau du système nerveux et qu'on lui permet de décharger le trop-plein d'activation. Et je veux terminer cette partie-là sur les 45 premiers mois de développement. Je vais citer à nouveau Larry Heller, c'est une petite digression, mais je pense que c'est hyper important. Il nous dit « Aujourd'hui, le traumatisme du développement n'étant pas un diagnostic reconnu, les enfants sont souvent faussement diagnostiqués, comme souffrant d'un trouble d'hyperactivité avec déficit de l'attention et de bipolarité. Un grand nombre d'enfants qui pourraient bénéficier d'un traitement sont oubliés, mal identifiés ou traités de façon inappropriée, et ce du fait d'un diagnostic erroné. Une nouvelle catégorie de diagnostic ouvrirait des opportunités de levée de fonds pour la recherche et le développement de traitements appropriés à ce domaine critique du développement humain. » On sort un tout petit peu de notre sujet ici, mais je crois que c'est tellement important parce que les enfants, c'est le monde de demain et c'est tellement important ce qui arrive aux enfants. Donc il faut vraiment qu'on élève la conscience sur ce sujet-là, le trauma développemental. C'est vraiment très important. Ce que je veux dire aussi, c'est qu'on peut tout réparer, tout renégocier, je le dis souvent, mais je le redis, et à tout âge,
grâce à la neuroplasticité. Ok, on va le voir. Donc, j'étais dans les 4 façons dont l'hippocampe peut être endommagé. Ce qui fait que une personne ne va pas se souvenir d'un événement traumatique de façon explicite. Au contraire, l'événement aura glissé, sera resté en fait dans la mémoire implicite. Donc on a vu les 36 premiers mois, 45 premiers mois. Maintenant, qu'est-ce qui se passe après l'âge de 3 ans ? Un traumatisme après l'âge de 3 ans et à tout moment de la vie, ce que ça va faire, une chose qui est trop comme ça, c'est que ça va inonder le corps de tant d'hormones de stress que ça peut éteindre l'hippocampe. Si on sécrète massivement l'hormone du stress, le cortisol notamment, en même temps qu'on sécrète de l'adrénaline, le cortisol en grande quantité, ça va désactiver temporairement l'hippocampe. Et à long terme, donc quand on est tout le temps soumis à un stress, soumis à un danger, à long terme, ça peut même tuer les cellules de l'hippocampe. Je cite à nouveau Larry Heller ici, il nous dit « Bien qu'une activation émotionnelle augmente normalement notre capacité à nous souvenir, des niveaux d'activation émotionnelle excessivement élevés perturbent la mémoire. Dans le cas d'un grave traumatisme ou de stress post-traumatique, les niveaux élevés de cortisol dans la circulation peuvent endommager, voire détruire les cellules du système hippocampique, occasionnant ainsi une détérioration de la mémoire explicite. » Donc c'est ce qu'on vient de dire. Dans ce cas, qu'est-ce qui se passe ? C'est intéressant ce qu'il nous dit. Il nous dit « Les personnes traumatisées ne parviennent pas à mettre en mots ce qui leur est arrivé et leurs souvenirs se manifestent implicitement sous forme de comportements dissociatifs, de réactions de sursaut, de cauchemars, de flashbacks visuels et somatiques. » Donc en résumé, l'hippocampe fonctionne pas bien ou fonctionne pas du tout en cas de stress intense. Et on se souvient, c'est cette partie du cerveau qui permet d'étiqueter les souvenirs dans le temps. Donc l'événement maintenant n'ayant pas d'étiquette de temps, il peut être réactivé à tout moment, sans conscience de notre part, par la mémoire implicite. Ça, c'est le fameux exemple du vétéran de la guerre invité à un barbecue, qui sent l'odeur de fumée et qui part se cacher en panique. Ou plus proche de nous, pourquoi parfois est-ce qu'on peut entendre un son, sentir une odeur, arriver dans un lieu, croiser quelqu'un et puis on ressent de la peur, on ressent de la colère, ou il y a une anxiété qui monte, puis on comprend pas. Et si on n'y fait pas attention, peut-être que dans les heures qui suivent, l'anxiété elle est toujours là, où on va ruminer, où on rentre à la maison, puis on agresse notre compagnon, notre compagne, on sait même pas pourquoi, on se sent bizarre, ok ? C'est pas toujours évident de faire le lien entre ces déclencheurs sensoriels, ces triggers, et le phénomène de mémoire implicite, puisque la caractéristique de la mémoire implicite, c'est justement qu'il n'y a pas de souvenir clair associé à ce qui nous fait réagir aujourd'hui dans l'environnement. Donc ce qu'on fait dans le travail avec les traumatismes, c'est ce qu'on fait dans mon programme Arise, c'est développer tout un tas de compétences qui vont nous permettre de récupérer l'entièreté de notre expérience. Au lieu que ce soit des fragments sans lien les uns aux autres et qui nous échappent, on récupère les images, les émotions, les sensations, le sens, la chronologie, ce qui permet à notre système d'intégrer l'expérience et qu'on ne soit plus activé comme ça sans explication. Dernier cas de figure, en tout cas pour aujourd'hui, parce que encore une fois, on est loin de tout connaître sur le cerveau. Dernier cas de figure où l'hippocampe peut ne pas remplir sa mission, le phénomène de dissociation. Okay, y a des traumatismes pour lesquels une personne adulte, âgée de plus de 3 ans en tout cas on va dire, avec un hippocampe fonctionnel, peut littéralement pendant un événement traumatique se dissocier pour éviter de vivre le moment où il se produit en fait, pour pas s'en souvenir. Dan Siegel nous dit, vous pouvez littéralement diviser votre attention. Ça, c'est un pouvoir qu'a l'être humain. Il donne l'exemple d'une agression. Okay, il nous dit, si vous vous faites agresser, vous pouvez vous concentrer sur un lieu que vous aimez, par exemple, en pensée, partir à la plage. Okay, à ce moment-là, c'est comme si vous aviez débranché votre hippocampe. Le truc, c'est que malheureusement, ce qu'on ne peut pas faire, c'est bloquer le codage implicite. Donc je vous donne l'exemple que Dan Siegel il donne dans son livre Mindsight. Il nous dit, si vous avez été trahi par un de vos parents, votre père ou votre mère, si vous ont abandonné, blessé, ignoré de façon terrible, c'est pas logique que ça vous arrive. Alors comment donner du sens à quelque chose qui ne l'est pas ? Ce qu'il faut savoir, c'est que l'hippocampe, il est situé à la fois dans l'hémisphère gauche et dans l'hémisphère droit du cerveau. La partie de l'hippocampe qui est le narrateur, on va dire, qui raconte l'histoire, elle est dans l'hémisphère gauche. Mais pour pouvoir raconter l'histoire, elle doit faire appel aussi à la partie de l'hippocampe qui est dans l'hémisphère droit, qui stocke les données autobiographiques. Donc Dan Siegel, il nous dit, mettons que votre père a bu et il vous a agressé.
Et à ce moment-là, vous êtes dissocié, vous êtes parti à la plage. Reprenons cet exemple-là. Des années plus tard, la personne va en thérapie et le thérapeute demande « Alors, qu'est-ce que vous avez ressenti ? Est-ce que vous étiez terrifié par vos parents ? Est-ce que vous aviez peur, etc. » La partie de l'hippocampe qui est dans l'hémisphère gauche, elle veut coopérer, donc elle appelle la partie de l'hippocampe de l'hémisphère droit et elle lui dit « Est-ce qu'il y a de la peur, là, de ton côté ?» Et l'hémisphère droit dit « Non, il n'y a rien, il n'y a que de la plage. Il y a du sable, il y a de l'eau. » Mais le corps, il ressent la peur. Et peut-être que pendant la séance, là où j'ai mal au ventre, l'estomac qui se noue, la gorge qui se serre, rien de tout ça n'est conscient. Et la personne, elle comprend pas parce qu'elle dit « Mais il n'y a pas de souvenir explicite associé à cette terreur. » Donc voilà, 4e façon dont une situation, un événement peut ne pas arriver à la mémoire explicite si dans le moment on s'est dissocié. Donc maintenant, quelques pistes pour terminer, parce que si ce qui est retenu dans notre mémoire implicite n'implique pas notre conscience, comment est-ce qu'on peut commencer à en prendre conscience, justement ? Tu te dis sûrement, peut-être là en écoutant, c'est cool ce qu'elle me raconte, mais en fait si j'ai accès à rien, je fais quoi ? Je continue à me laisser balloter par ma mémoire implicite et mes réactions que je comprends pas ? Qu'est-ce qu'on fait ? Non. Première, bien sûr, étape, ça va être d'amener à la conscience. Donc comment est-ce qu'on peut faire ça ? On trouve des signes de notre mémoire implicite à plusieurs endroits. Dans nos activations, ce qu'on appelle les triggers en anglais. Une chose qui peut te mettre la puce à l'oreille, c'est la disproportion. Okay ? Une réaction qui est disproportionnée par rapport à un événement dans le présent. Il y a de grandes chances que tu ne sois pas en train de répondre au présent, mais que tu sois en train de réagir au passé, sans le savoir, qui est la caractéristique de la mémoire implicite. Je vais prendre un exemple qui est arrivé il y a longtemps et qui n'arrive plus. Merci, tout ce travail avec le système nerveux. Donc l'exemple, c'est le suivant. Mon compagnon va faire les courses. Je lui demande de me prendre du thé vert, des myrtilles pour mon smoothie. Mon exemple des myrtilles, cet exemple-là, il est devenu un peu célèbre. Je sais que plusieurs d'entre vous m'en ont déjà parlé, parce que j'en avais parlé dans l'épisode 31, qui était aussi sur la mémoire implicite. Cet épisode-là, c'est un remake de l'épisode 31, un petit peu plus clair et structuré, et avec beaucoup plus d'éléments sur le trauma développemental. Voilà, je voulais réintégrer tous ces éléments de mémoire implicite à cette série, parce que je pense que c'est vraiment important. Donc, mon exemple des myrtilles. Donc, je lui demande de me prendre du thé vert et des myrtilles. Il va faire les courses, il pense aux choses pour lui, mais il ne ramène pas les choses que moi j'avais demandées. Et là, je me mets en colère, parce que je pourrais pas faire mon smoothie demain matin, nanana, tu penses jamais à moi. Ok. Et énorme réaction, mais vraiment énorme réaction, grosse colère, parce qu'il a oublié les myrtilles. Donc là, qu'est-ce que je peux faire ? Ici, je peux me demander, ok, comment je me sens ? Qu'est-ce qu'il y a comme émotion ? Qu'est-ce qu'il y a comme sensation ? J'essaie de récupérer les parties de mon expérience, ok ? Comment j'interprète ça ? Ok, les émotions, je suis en colère. Comment j'interprète ? Je me sens abandonnée. Il y a de la tristesse aussi, un peu désespérée, à vrai dire aussi. Je me sens dans l'impuissance, ok ? Donc voilà, ça, je peux le faire une fois que je suis revenue dans un peu plus de régulation, que j'ai retrouvé un petit peu de clarté. Et l'idée ici, c'est vraiment de me concentrer sur ce qui se passe dans le corps, au niveau des émotions, au niveau des sensations, et voir si je peux laisser un petit peu de côté l'interprétation. Parce que, voilà, bien sûr, l'interprétation, le sens que je donne à la situation aujourd'hui, ça serait il s'en fiche de moi, il me considère pas, peut-être il pense qu'à lui, il est égoïste, etc. Moi, ce que je veux faire, c'est rester avec les émotions. Donc peut-être la colère, la tristesse, le désespoir dans ce cas-là, et puis quelles sensations correspondent à ces émotions. Donc il y a 3 choses à retenir ici de cette situation-là. Entre toutes les explications possibles, j'ai créé la pire. Deuxième chose à retenir, cette explication qui est la pire, elle a rien à voir avec le présent, elle a tout à voir avec le passé. J'étais pas en train de répondre au présent, j'étais en train de réagir au passé. Et troisième chose à retenir, c'est que j'ai pas choisi ma réaction, c'était automatique. Dans ces moments-là, quand tu es activé, tu te dis pas « Ok, quelles sont les possibilités, quelles sont mes options, c'est ça ou c'est ça ?» Non, tu vas directement à la pire explication possible, c'est ton cerveau qui le fait. Pourquoi ? Parce que avec la mémoire implicite, on encode aussi des croyances qui logent bien profondément dans notre subconscient et qu'on a absorbées, souvent quand on était enfant. On va aller en profondeur dans le sujet des croyances dans les 3 prochains épisodes de la série, parce que ces croyances, elles sont nées de nos histoires personnelles, elles continuent à participer à la dérégulation, au sentiment d'absence de maîtrise de notre expérience,
à nos inquiétudes, à nos interprétations erronées, et donc souvent à notre anxiété. Donc on ira en profondeur dans les croyances dans les prochains épisodes de la série. Quelque chose que tu peux faire, une pratique, c'est se demander qu'est-ce qui s'est passé, quelle était ma réaction dans le corps, émotionnelle, et quelle est l'interprétation. Et puis après, ça peut être de s'entraîner à écrire d'autres interprétations possibles. Ça commence déjà un peu à toucher les croyances là. Et c'est pas facile. ça peut ne pas être facile de dire, qu'est-ce qu'il y aurait pu y avoir d'autre ? Peut-être qu'aujourd'hui, il était distrait. Peut-être qu'il était préoccupé par quelque chose et puis du coup, il n'avait pas l'espace mental. Peut-être qu'il a rencontré quelqu'un au supermarché, il a parlé et puis hop, du coup, ça lui est sorti de la tête, etc., etc. Qu'est-ce qu'il y aurait comme autre possibilité ? Et puis là où on peut voir des signes de mémoire implicite aussi, c'est dans toutes nos habitudes, ce qu'on fait au quotidien, tout ce qui est complètement inconscient. Pour illustrer ça, il y a une histoire que racontait Pat Ogden, qui est vraiment intéressante. Pat Ogden, elle est thérapeute, elle a beaucoup travaillé avec le trauma. Et donc, elle parlait d'un garçon qui est venu en thérapie. Et puis, il parle, et elle remarque qu'il finit toutes ses phrases sur une intonation d'interrogation, en fait. Chaque phrase se terminait comme une question, alors que c'était une affirmation. Et donc, elle note ça et elle lui dit, tiens, vous remarquez ça ? Et puis elle lui dit, voyez comment ça serait d'exagérer même un petit peu ça. Lui, il s'en était pas du tout rendu compte. Exagérer un petit peu ça. Et donc, il le fait un peu et puis tout de suite, il fond en larmes. Et il dit, j'ai compris. J'ai compris. Et ce qu'il voulait dire, ce garçon, à chaque fois avec cette intonation interrogative, c'était, est-ce que vous me comprenez ? Parce qu'on ne l'avait jamais compris. Ça, c'est typiquement la mémoire implicite. Il y avait cette intonation dans sa façon de parler, dans la prosodie de sa voix, dans la façon de parler, dont il n'était absolument pas conscient. Et le message sous ça, c'était « on ne me comprend pas ». Incroyable. Donc ça, dans ces instances-là, ça peut être des mouvements aussi qu'on fait sans en avoir conscience. Là, la résonance avec un thérapeute, elle est super intéressante parce qu'il y a quelqu'un qui va pouvoir nous observer et puis noter, pointer ces choses-là, on va pouvoir travailler dessus. Et une fois qu'on a commencé un petit peu ce travail de conscience, ce que je disais, c'est vraiment que tout est renégociable, on peut guérir, absolument, et on peut changer. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on connaît le phénomène de neuroplasticité du cerveau, donc on peut changer ces automatismes de notre mémoire implicite. La neuroplasticité, c'est un phénomène dans lequel on plonge en profondeur dans mon programme Arise. C'est ce phénomène qui, à la fois, est à la base du changement et à la fois nous garde dans nos vieux schémas, dans nos vieilles habitudes. Dan Siegel, il nous dit la neuroplasticité, c'est la façon dont on peut étudier comment les connexions du cerveau changent continuellement tout au long de la vie. On apprend maintenant que le cerveau n'arrête pas de se développer après l'enfance ou l'adolescence, il continue de se développer vraiment tout au long de la vie. Donc le message aussi de la neuroplasticité, de ce phénomène, c'est « il n'est jamais trop tard ». Je le répète souvent, mais vraiment je veux le redire ici. Si tu penses que c'est fini pour moi, non, il n'est jamais trop tard. Créer des expériences différentes, et c'est ce qu'on fait dans Arise par exemple, ça va entraîner des changements en activant des nouvelles voies neuronales. Et plus ces nouvelles voies neuronales elles sont actives, plus les neurones recablent leurs connexions les uns aux autres et établissent ces nouvelles connexions synaptiques, et du coup ce qui nous permet d'avoir vraiment littéralement des nouveaux chemins dans notre cerveau et donc des nouvelles façons de faire, des nouveaux comportements qu'on adopte et qui deviennent notre nature d'aujourd'hui, de la personne qu'on veut être aujourd'hui. Toutes les pratiques qu'on fait dans mon programme Arise, elles font appel à la neuroplasticité. Et pratiquer sur des durées assez longues, elles permettent vraiment de changer nos connexions neuronales. Et quand on parle de changement de connexion neuronale, c'est super, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ça permet vraiment d'installer cette transformation durable. Quand tu fais ça, tu as littéralement modifié la structure de ton cerveau. C'est énorme. L'image, c'est vraiment celle de nouveaux chemins qui se créent. Et à nouveau, des nouveaux chemins qui se créent dans le cerveau, ça veut dire quoi ? Ça veut dire ça nous redonne le choix de nos réponses. C'est plus je réagis et j'ai pas le choix, ça crée de l'espace. J'ai à nouveau l'espace, le choix de mes réponses et du coup la possibilité de créer des nouvelles habitudes, des nouveaux schémas de fonctionnement, d'acquérir de nouvelles compétences aussi. Et ce travail, il est extraordinaire. Il prend du temps, et en même temps, il y a aussi des choses qu'on voit changer rapidement et il fonctionne.
ça fonctionne, tout simplement. Donc voilà pour la mémoire implicite qui est un sujet vraiment important. Si tu es intéressé par faire ce travail, rejoins la liste d'attente de mon programme Arise. C'est là que tout se passe, si tu veux rejoindre la prochaine édition du programme. Et moi, je me réjouis de te retrouver pour 3 épisodes dans la continuité de celui-là sur les croyances et le subconscient.